Bonjour Danielle Malka. Bonjour Léa. Danielle, vous êtes guide conférencière agréée par le ministère de la Culture et du Tourisme et vous organisez des balades, visites dans Paris pour découvrir des quartiers, des sites, des bâtiments, des rues, des expos qui ont une histoire liée à des personnages historiques. Et vous faisiez cela avant la crise sanitaire. Oui, vous me regardez avec un air un peu défait. Oui, On peut malheureusement, le en ce comprendre. moment, c'est pas Et possible. oui, en ce moment, ce n'est pas possible. Vous les avez suspendus quelque temps, Oui, hein, jusqu'à ce qu'on puisse ressortir en groupe. tranquillement, Voilà, pour le sans moment, c'est 5 risque. personnes plus le guide. C'est pas très, C'est encore risqué c'est risqué. Et aujourd'hui. puis les gens n'ont pas envie de prendre le métro pour se retrouver. Donc voilà. Voilà, peut-être que ça repartira cet Espérons, été, on va espérer. espérons. Mais en attendant, vous organisez des visioconférences. C'est une manière aussi de se renseigner sur cette belle ville de Paris. D'ailleurs, vous avez un site, un blog, hein, c'est Le Paris de Daniel M. Et dans ce blog, vous partagez cet amour, cette passion que vous avez de cette ville. C'est vrai qu'on pourrait se balader toute une journée à Paris sans rien voir quand on ne connaît pas les lieux, les sites, les histoires qui ont et qui sont liés à des personnages historiques particuliers, même parfois de renom. Très souvent, vous faites aussi des balades sur le thème juif. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'habitat social et également de l'œuvre des Rothschild, puisque la famille Rothschild a bien sûr agi dans ce domaine-là. Alors, parlant de l'habitat social, évidemment, on va toucher à la politique, on va toucher à d'autres thèmes comme la législation, on va toucher à l'architecture aussi, aux conditions sociales, aux inégalités et puis aux conditions sanitaires, ce qui nous intéresse aussi pas mal en ce moment. En tout cas, on a une oreille un petit peu plus attentive. Est-ce que vous pourriez, avant cela, nous définir ce que c'est que l'habitat social? Moi, j'entends HLM, hein, habitat social. Oui, alors c'est toute une histoire, l'histoire de l'habitat social, qui n'a pas commencé avec le HLM, qui a commencé en fait avec des utopies de la fin du XVIIIe siècle. Un certain Fourier, le fouriérisme est assez connu. Alors bon, j'en parle j'ai fait une visioconférence dont la première est ce soir. Enfin, c'est pas tout à fait la première, je l'ai déjà faite pour un groupe. Mhm. C'est ce soir et j'en ai une autre jeudi dans laquelle je raconte un peu l'histoire de cet habitat social, comment cet habitat social est né, pour qui, comment, pourquoi. Et en fait, l'idée part de Louis XV. Ah oui, donc on Donc remonte vraiment ça loin. remonte quand même à un certain temps, mais c'était l'idée de loger les ouvriers des entreprises, des usines Mhm. qui commençaient à se créer à la fin de la période de Louis XV. Et puis ensuite, il y a eu ce Fourier qui a théorisé beaucoup de choses dans des utopies dont je parle dans cette visioconférence et en montrant des images, puisque en fait, dans cette visioconférence, Oui, c'est l'intérêt. surtout voilà, c'est le PowerPoint qui fait toute la différence, où on voit des images de ce qu'était de ce qu'a été l'utopie de Fourier, mais en même temps les idées de Fourier ont fait leur chemin Mhm. et pendant tout le 19e siècle, certaines de ces utopies ont été mises en place, en Elles se sont particulier par Godin. concrétisées, Elles se hein. sont concrétisées, en particulier par Godin, qui a créé le familistère de Guise. Euh, L'idée de base de Fourier, c'était quand même d'apporter un mieux-être à une certaine population. Il y avait quand Oui, même cette idée voilà, faire le sociale. bonheur des ouvriers, Oui. faire le bonheur des classes travailleuses. Maintenant, est-ce que c'était vraiment le bonheur tel que eux l'entendaient? C'est ça que j'essaye de développer dans cette conférence, dans cette visioconférence, Oui. parce que on a chacun une idée du bonheur. Je pense que c'est pas tout à fait toujours la même, celle des bourgeois, celle des aristocrates. Bon, Fourier était un bourgeois. Euh, J'imagine que les bourgeois devaient trouver leur compte aussi, parce que accorder à leurs ouvriers un mieux-être, eh bien, c'était aussi avoir de meilleurs rendements, j'imagine. Exactement, exactement. C'est Toute ça. l'idée, c'est le meilleur rendement, que les ouvriers ne sortent pas pour boire, qu'ils soient prêts à renouveler leur force de travail, comme a dit Marx. Qu'ils se taisent et qu'ils ne se
révolte pas Et qui peut-être ne se aussi. révolte pas. Voilà, Ouais. c'est un peu l'idée de base. Ça a été l'idée de Napoléon III aussi, Mmh. en engageant Haussmann à faire de grandes avenues pour que on puisse mater les grandes révolutions. On voit que ça n'a pas changé grand-chose, sauf Ouais. que évidemment, l'armée, la police passent plus facilement dans les grandes avenues comme le boulevard Haussmann que dans les petites rues Ah comme la rue oui. de la Ah Harpe. oui, on n'y pense pas à ça, hein, mais c'est aussi, beaucoup une plus grande facilité Bah, avec ces c'était grandes avenues. l'idée, c'était C'était l'idée. l'idée de base? L'idée, c'était Ah! l'assainissement de Paris, Oui, mais puisque Paris ce qu'on a toujours était un entendu. méandre Ouais. de petites Mmh. rues insalubres, C'est encore les traces heu, du Moyen Âge, hein, qui c'était étaient encore les là. traces du Moyen Mmh. Âge, voilà. Il y avait des petites maisonnettes partout, Oui. des petites rues partout. En plus, c'était dangereux, sale, donc il fallait, je dis pas que ça a beaucoup changé, que c'est pas Mmh. sale, mais enfin, il fallait quand même, changer tout ça, faire des tout à l'égout, avoir l'eau, Alors, ce que vous voulez dire, Daniel, c'est que l'idée qui date, de Louis XV, cette idée de l'habitat social, elle se concrétise quand même, il faut attendre un siècle ou 2. Il faut attendre un siècle, 1 un siècle. bon siècle, Alors, mais qu'est-ce que vous ce oui, sont les entreprises qui créent pour leurs ouvriers. c'est ça. C'est Alors seulement à donc partir du XXe siècle qu'on voit que c'est indépendant des ouvriers, et d'accord. grâce à un Jérôme Salomon, du début du XXe siècle, Qui faisait un point tous les jours sur l'état qui de l'habitat voilà, social. qui a voulu, éradiquer la tuberculose, Oui, et ouais, qui du coup, bah, c'est ce que je raconte, a fait un concours pour que des architectes, s'intéressent, à l'habitat social. donc quand je disais tout à l'heure que ça tient à l'architecture, c'est que quand l'idée naît et quand ça se concrétise, on va construire. Mais construire, on ne peut pas construire n'importe comment. Donc j'imagine qu'il y a aussi des réglementations de cet habitat social dès le départ, même avant que l'État prenne en charge. Alors il y a des réglementations, il y a aussi, des lois, qui permettent le financement, Mhm. parce qu'il faut penser au financement Oui, évidemment. Donc il y a des lois qui permettent le financement, qui vont fixer certaines règles, et puis, il y a des gens, hein. Je dis dans cette conférence, il y ouais. a des lois et puis il y a des gens qui vont s'investir, pour cette philanthropie. Oui, Heu alors ces personnalités, on va en parler dans un instant, mais juste avant, à qui est destiné cet habitat social? Est-ce que c'est uniquement aux ouvriers dès le départ? C'est destiné aux classes laborieuses, ouvriers ou petits artisans, des gens qui n'ont pas vraiment les moyens de se loger, parce qu'au XIXe siècle, avec l'industrialisation, c'est principalement les ouvriers évidemment, Mhm. sont logés dans des endroits extrêmement insalubres. Ils n'ont pas de logement en En fait, fait. c'est la force de travail qu'on va loger quelque La force de part. travail qu'on va loger, et puis effectivement, leur rendre la vie, un petit peu plus agréable, un petit peu Ouais. plus saine, éradiquer les maladies, parce qu'il y a Mhm. eu quand même, les épidémies de choléra, épidémies de tuberculose, il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer, les bourgeois ont peur pour eux-mêmes, ils vivent dans des quartiers Ah oui. à proximité Et plutôt. on sait aussi que les épidémies, ben, ça se transmet très facilement. Aujourd'hui, je crois que on l'a On compris. l'a compris, et voilà, donc il faut essayer de contenir les épidémies, Oui, donc pour des heu, raisons pour sanitaires. des raisons sanitaires. Alors, c'est conçu comment? En quartier? J'imagine qu'on reste dans des quartiers, ça n'est pas, ces constructions ne sont pas, disséminées un peu partout dans Paris? Alors c'est pas Paris, hein, Ah, au 19e siècle, c'est la au banlieue? 19e siècle, c'est ni Paris ni la banlieue, c'est la province, là où sont les industries, là où sont les Ah, filatures, d'accord. là où sont les Ah entreprises, oui. là où sont les usines, principalement près des cours d'eau évidemment. Mmh. Heu puisque ce sont les ouvriers des usines. D'accord. Donc vous Donc ce avez, sont des hameaux qu'on construit, des quartiers entiers qu'on voilà, des construit, quartiers qu'on va qu'on construire, crée? pour le bonheur des ouvriers, où il y aura tout dedans, où ils n'auront pas besoin de sortir de chez eux vraiment, Alors ni de juste sortir du village. c'est ça. Et il y a quelques enclaves dans Paris au 19e siècle, mais Mmh. vraiment très, très, très peu. Mmh. Et alors, est-ce qu'il y a une réglementation aussi autour de ces quartiers ou autour de ces villages? Est-ce qu'il y a une liberté totale d'agir, de vivre à l'intérieur? Ou bien est-ce que c'est vraiment réglementé aussi sur le mode de vie, puisque c'est financé quand même
au départ, vous avez dit les entrepreneurs, donc ils veulent peut-être aussi préserver leur Alors construction. eux effectivement, les entrepreneurs eux-mêmes vont mettre Oui. des règles souvent sévères dans leurs, immeubles, dans Mhm. ce qu'ils vont construire, qu'ils vont souvent appeler des palais. Eux, ils vont mettre des règles qu'il faut suivre. Alors, ce sont des règles plus ou moins contraignantes, et ce sont des règles qui, dans certains lieux, vont faire que les classes laborieuses, leurs ouvriers vont être plus ou moins heureux. Mais en Mhm. règle générale, ces utopistes et ces entrepreneurs c'est le paternalisme du Oui. 19e siècle, Mhm. et ils sont assez à l'écoute quand même, il faut bien dire ce qui est. Simplement, Oui. c'est pour leurs ouvriers. Mmh. Et donc tout ça, c'est au 19e siècle et à partir du 20e siècle, c'est un peu détaché du monde du patronat ou des bourgeois, hein, qui sont les propriétaires des entreprises. Est-ce que c'est l'État qui prend le relais ou uniquement les philanthropes? Alors, il va y avoir au début les philanthropes, hein, dont les Rothschild, dont j'ai Ouais. parlé tout à l'heure, Oui. dont vous avez parlé tout à l'heure. Mmh. Et puis, après la guerre de 14-18, ça va être principalement les villes et l'État. Mmh. Alors les Rothschild, puisque vous en parlez, comment est-ce qu'ils agissent? À quel moment? Et qu'est-ce qu'ils construisent finalement? Alors, les Rothschild vont pour la première fois s'intéresser à ce que veulent ces classes laborieuses, Mmh. alors que jusqu'à présent, Aux besoins à leurs vraiment, hein? besoins, à leurs Ouais, envies, ouais. à leur façon de vivre. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir tout de suite, mais ils vont quand même essayer. Et en plus, ça va être complètement détaché des entreprises, puisqu'ils vont construire et y loger des gens qui en ont besoin. Mmh. Ça va pas se faire tout de suite. C'est à partir de 1904 que voilà, les trois Rothschild vont s'associer pour créer les fondations qu'on connaît. Et ces fondations, grâce à ces fondations, ils vont construire, en plus avec les nouvelles lois, comme vous avez dit tout à l'heure, les nouvelles lois de financement, Oui. ils vont avoir l'autorisation de construire des habitations. Alors, il va y avoir quelques tâtonnements, il va y avoir des concours Pour les d'architectes, architectes, concours d'accord. d'architectes aussi. Et on voit que ce qui prime, c'est que les ouvriers puissent avoir une vie facilitée. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir des crèches, il va y avoir un salon C'est mortuaire, il ça, va y parce que avoir... on s'invente pas architecte comme ça, pour l'habitation sociale, hein. Il faut penser, j'imagine, la vie des gens. Il faut penser la vie des gens, il faut penser la propreté. Oui, C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 70 quand mais on a commencé à construire ces bars. mais oui, c'est ça, les Euh, HLM qu'on voilà, les HLM qu'on connaît. connaît, Mmh. avec ces grandes bars où certaines personnes, pour la première fois, avaient une salle de bain. Oui. Ça me rappellera toujours, j'avais conduit un jour un groupe d'Américains Ouais. et un monsieur qui était là dans le groupe Mmh. m'avait dit qu'il était venu à Paris dans les années 50 Mmh. pour faire ses études. Et ce qui l'avait le plus frappé, c'est que les gens n'avaient pas de salle de bain. Et il m'avait dit, en Amérique, à New York, dans n'importe quel village, on n'imagine même pas un appartement sans salle de bain. Dans les Alors, années 50 dans les déjà, années c'est 50. intéressant, ouais. Ouais. Et alors que dans les années 70, à Paris, il n'y avait pas Pas il y forcément. avait pas forcément de salle de Il y avait bain. le point d'eau de la cuisine Il y et avait le puis point les d'eau de la gens, cuisine, se voilà, les débrouillaient. gens se débrouillaient. Bon, nous, là où on habitait, rue d'Assas, on était quasiment Ouais. les seuls de l'immeuble à avoir une salle de bain. Ah oui, et Heu, on était dans les années 70, ben, oui, 70, ouais. enfin, mon père avait eu cet appartement dans les années 36, mais Mmh. Et il y avait et il y effectivement et avait il y avait i pas tout le monde était logé non, à la même enseigne. on était 2 dans l'immeuble, rue Et d'Assas, à avoir une salle de bain. et justement la conception de ces HLM dans les années 60 aussi, ça avait été pensé avec un projet vraiment, à l'origine de rendre la vie, beaucoup plus simple. C'est aujourd'hui ces grands, HLM, ces grands immeubles nous paraissent invivables, mais à l'époque, les gens étaient heureux de quitter un petit pavillon isolé pour aller Ben, dans un malheureusement, appartement. c'était pas le pavillon isolé qu'il quittait, hein, c'était le bidonville. C'était le bidonville Hein, c'est là, aussi. il y a eu l'appel de l'abbé Pierre, et il quittait
il quittait Oui, la plupart du temps le bidonville ou la petite baraque en bois. Il faut voir les images quand même ouais. des années 50 pour voir ce que c'était que Et les même le 13e arrondissement, ouais, dans lequel vivaient beaucoup de gens dans des bidonvilles. Et on a construit en grande vitesse ces ouais. immeubles qui sont vite construits, mal construits. Mmh. Mais il y avait un confort que les gens n'imaginaient même pas. Pour eux, c'était une ascension sociale finalement quand même que d'avoir un appartement au départ. La vie était plutôt Avec une agréable. chambre pour les Les enfants. enfants jouaient aussi dans les jardins, on pouvait les surveiller par la fenêtre. Enfin, il n'y avait pas de violence à l'époque. Au départ, c'était plutôt Oui, c'était positif. plutôt positif au départ, Ouais. effectivement. Bon, on s'est vite rendu compte que vite construit, mal construit, sonore, c'était pas facile non plus. Mais au tout début du XXe siècle, les immeubles construits par les Rothschild sont construits pour... ils existent encore. Oui, ils sont encore solides Ils sont alors encore que solides. les HLM des années 60, il y en a qui ont Il y été il y détruits. en a beaucoup qui ont été détruits, alors Ouais. que là, les immeubles Rothschild, si on se promène rue de Belleville, 118 rue de Belleville, Ouais. certains de ces immeubles construits à cette époque-là, au début du XXe siècle, Mmh. alors il a fallu probablement insonoriser après, arranger après. Il n'y avait pas toujours des salles de bain dans tous les appartements, mais c'était construit de façon à faciliter la vie, principalement la vie des femmes. Il y avait des matériaux nobles aussi peut-être à l'époque, qu'on conna et Oui. puis les matériaux, Bah, c'est bas de gamme, la brique et la on pierre, les comme connaissait il y a pas. encore maintenant Ouais. dans les HLM qui font qui font le tour de Paris. Ça a été la même conception. Alors, Daniel, vous allez nous donner des petites précisions pour justement, assister à vos visioconférences parce que là, ce soir, il y en a déjà une sur ce thème-là où on a, des tas d'informations et des documents, comme vous le dites, PowerPoint. Vous maîtrisez mieux que moi, hein, Le je le PowerPoint, dis entre j'ai parenthèses. appris. Bravo. Alors, est-ce qu'on va sur votre blog, Le Paris de Non, Daniel M ou c'est autre sur mon chose? blog, je l'affiche pas. J'ai pas mis mon blog à jour. Il faut m'écrire, m'envoyer un message ou me téléphoner. Donc on va donner le numéro, de tout simplement de la radio pour pouvoir vous Oui, communiquer, vous sinon je dire peux le donner si vous allez, voulez. on y va. Je crois que vous m'avez dit qu'on pouvait le donner tranquillement. Absolument, c'est Alors vous mon qui numéro de choisissez. téléphone, c'est 06 16 90 81 45. 06 16 90 81 45. Et autrement, le plus facile, ce que je préfère, c'est qu'on m'écrive Oui, à dlmalka@free.fr. et voilà, comme ça c'est Voilà, plus c'est le plus simple, facile parce que comme ça j'envoie les liens les et liens pour la pour la visioconférence. Alors visioconférence. il y a d'autres thèmes que vous abordez dans ces visioconférences? Vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche? Oui, j'en ai créé 4 pour le moment. Oui. Alors il y en a une qui est, je l'ai appelée «Ces Juifs qui ont fait Paris». Oui. C'est-à-dire que depuis du Moyen Âge à nos jours, avec la pause, de l'expulsion des Juifs, de 400 ans, ce sont principalement les Juifs qui ont financé les grands travaux de Paris. Mmh. Donc j'ai une Les visioconférence, Pereire, voilà, les Pereire au 19e siècle. Mmh. Et puis, bah, les Juifs au Moyen Âge, hein, qui Mmh. ont financé la barrière de Philippe Auguste, etc. Chaque fois que les rois avaient besoin d'argent, on prenait l'argent des Juifs et puis on les expulsait pour pas les Mmh. rembourser. Et puis j'ai une visioconférence que j'ai intitulée, que j'ai pas encore faite non plus en public, que j'ai faite Mmh. aussi pour un petit groupe. Ce sont ces grandes familles juives du parc Monceau. Hein, il y a principalement 4 grandes familles juives au parc Monceau, les Efroussi, les Camondo, les Pereire, et une famille que peu de monde connaît, Mmh. qui est une famille juive égyptienne dont je parle beaucoup, d'autant plus qu'elle est alliée indirectement à ma famille. Et Ah! que, voilà, Donc c'est presque personnel, hein? il y a une partie, il y a une partie qui est Et ces personnelle. familles ont marqué, l'histoire de Paris, Ces c'est ça? familles ont marqué l'histoire du pays d'où elles venaient. C'est Mmh. ça qui est intéressant. Bon, les Camondo, presque tout le monde les connaît maintenant. Mmh. Les Efroussi, c'était la Russie. Les Camondo, c'était Constantinople. Cette famille juive égyptienne, c'était les Kataouis, c'était Alexandrie et le Caire. Mmh. Et
Et les Pereire, c'était Paris. Et ils sont arrivés, donc c'est toute leur histoire que vous reprenez dans Oui, cette principalement parce visioconférence. qu'ils ont acheté des lots, au Pereire, autour du parc Monceau, qui était, le lieu où il fallait habiter à partir de 1870. Les Camondo arrivent en 1869, d'autres arrivent un tout petit peu plus tôt, d'autres un petit peu plus tard. Mais c'est l'endroit où vraiment il faut avoir, sa maison, et je parle principalement de ces 4 familles, ces 4 grandes familles Ouais, très intéressant. qui ont marqué leur temps, qui ont marqué, voilà, qui ont été très, très, très importantes. Merci Daniel. Je rappelle que dès ce soir, il y a cette visioconférence sur l'habitat social et c'est vrai qu'on découvre énormément de choses et qu'on aborde des tas de thèmes quand on s'intéresse à l'histoire de cet habitat social. Pour vous contacter, le mail plus simple, dlmalka@free.fr, et pour avoir le lien pour cette visioconférence, il y a également votre numéro de téléphone 06 16 90 81 45, 06 16 90 81 45. Daniel Malka, merci beaucoup. Vous venez nous voir de temps en temps, hein. Vous êtes Oui, oui, oui. Alors j'en ai une autre, hein, que je oui. présente la semaine prochaine. Ah, C'est sur la vie fabuleuse du roi Henri IV. ah bon, alors, Voilà. Donc on n'est oui, plus du tout chez les Juifs, non, non, mais on est chez les et il y a protestants. des choses à dire. Ah oui, il y a Sur des choses à dire, c'est croustillant. personnage haut en couleur. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes guide conférencière agréée par le ministère du Tourisme et de la Culture. Et on vous dit à très bientôt sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Merci beaucoup Bonne Léa, journée. merci, au revoir.